Et vous ne pouvez pas donner de compte Bitcoin à 7 milliards de personnes, car cela va se produire, c'est tout simplement trop lent. Mais ils peuvent l'utiliser, enfin, pas un grand livre distribué mondial, cela ne fonctionnera pas. Et c'est à cause de la nature même du concept du Bitcoin, qui est comme l'or, qui est une chose que vous devez extraire et que vous devez suivre d'un point à l'autre, et soi-disant vous devez le suivre et tous ces ordinateurs. Il faut déjà autant de puissance de calcul pour effectuer une transaction qu'il faut déjà autant d'électricité qu'un ménage en consomme chaque jour. Et cela ne concerne qu'une très petite partie de la masse monétaire. Mais je dirais que le crypto-courant, je veux dire, toute l'idée de la cryptographie est géniale. Et ce qui est issu de la blockchain est formidable. Mais la première génération de ce modèle ne fonctionnera pas. Ce sont les banques elles-mêmes qui ne s'intéressent pas à la blockchain. Eh bien, Satoshi Nakamoto n'a jamais utilisé le terme blockchain, donc ce qu'est une blockchain n'est pas vraiment clair, mais ils ont d'abord examiné la blockchain, c'est-à-dire un registre distribué mondial, et ils ont décidé que c'était trop lent. Et donc maintenant, ce qu'ils utilisent est quelque chose dans le genre, eh bien, ils utilisent Ripple, qui est une série de blockchains ou une série de registres, ce que font les banques de toute façon. Ils l'ont fait, ils compensent les grands livres au sein de leur propre banque, puis au niveau suivant, ils les compensent au niveau de la Réserve fédérale et au niveau suivant, ils les compensent via le système SWIFT. Cette cryptographie qu'ils examinent, utilisent et apprécient est donc très efficace. C'est bon pour tout le monde. C'est moins cher. Vous n'êtes pas obligé d'avoir tous ces intermédiaires, mais il ne s'agit pas littéralement d'un grand livre distribué universel qui ne fonctionnera pas. Vous ne pouvez pas donner de compte Bitcoin à 7 milliards de personnes parce que, tout simplement, c'est trop lent. Alors, XRP, moi je pense ça, exercera une influence dominante à l'échelle planétaire. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, Crypto.ly, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Bon mardi d'avance, 26 mars déjà. On va voir aujourd'hui quelques nouvelles importantes, dont la SEC qui essaie de donner une pénalité à Ripple de 2 milliards de dollars, mes amis. Eh oui, on va aller voir ça avant tout. Le prix du XRP, 64 centimes 39. OK, n'oubliez pas que j'ai un club Traderly. Si vous faites partie de mon club, un paiement une fois par année. Et pour ceux qui ne le savent pas et qui n'ont peut-être pas d'argent pour trader plus tard, je ne le mentionne pas souvent, mais la firme avec laquelle je fais affaire, vous pouvez payer 50 dollars et ça vous donne accès à un challenge de 50 000 en compte démo. Si vous passez le challenge et que vous atteignez l'objectif de 3 000 dollars de gain dans un compte démo, puis perte maximale pour plus que 2 000, après ça, vous allez pouvoir trader avec ma technique et avoir un compte de 50 000 dollars avec cette firme-là. Et si vous êtes bon, vous pouvez avoir un compte de 100 ou de 150. Alors, 50, 100 ou 150, c'est pas des jokes. Une firme réglementée depuis 2011 et ça fonctionne. Il y a des payouts tout le temps et c'est un truc qui est légal, legit, et on trade les contrats futurs. On trade pas le forex, on trade pas les trucs où ce que c'est pas réglementé. Alright, alors rejoignez mon club et faites partie des 10%. Il y a déjà du monde qui sont en train de passer le challenge et qui ont des bons résultats. OK, alors pour les nouvelles d'aujourd'hui, vraiment, c'est assez impressionnant. Comme vous le verrez lorsque la SEC va rendre public demain son mémoire, il demande au juge 2 milliards de dollars d'amende et de pénalité. Là, Stuart Alderity, l'avocat en chef de Ripple, dit ici, notre réponse sera déposée le mois prochain, mais comme nous l'avons tous constaté à maintes reprises, il s'agit d'un régulateur qui négocie des déclarations fausses, mal interprétées et conçues pour induire en erreur. Ils sont restés fidèles pour se former ici. Plutôt que d'appliquer fidèlement la loi, la SEC reste déterminée à vouloir punir et intimider Ripple et l'industrie dans son ensemble.
Nous sommes convaincus que la Cour abordera la phase de réparation de manière équitable. Là, on voit les commentaires des gens. Hein? C'est complètement absurde. Personne n'a été blessé par Ripple, mais des gens ont été lésés, par exemple, par la SEC. Ok, oui. Ok. Sur Holders, la nouvelle, la SEC américaine demande 2 milliards de dollars à Ripple Labs, selon le directeur juridique. Ok, sur Doherty. Faire une nouvelle sur CoinDesk. Brad Garlinghouse dit que la SEC fera pression sur le juge pour obtenir 2 milliards de dollars d'amende et de pénalités dans l'affaire Ripple. Même chose sur Yahoo. Ok, pour vous montrer une nouvelle. Ils sont bel et bien là. Même affaire là. Garlinghouse de Ripple dit que la SEC recherchera 2 milliards de dollars dans une affaire de cryptographie. Ok. C'est comme ça que ça fonctionne. Ils essaient par tous les moyens d'aller chercher beaucoup d'argent et on ne peut rien faire à part attendre et voir qu'est-ce qui va se passer. On va aller voir qu'est-ce qui s'est passé pour les AMM. Il y avait aujourd'hui 2 lives importants, dont un avec David Schwartz, qui explique quel est le problème avec le problème récemment identifié qui a affecté les Automate Market Makers. Regardez sa réponse. Intéressant. Pourriez-vous partager des détails sur le problème récemment identifié affectant l'AMM? Je sais qu'il y a eu quelques idées fausses selon lesquelles le bug serait causé par la fonctionnalité de dépôt unilatéral. Que pouvez-vous réellement me dire sur l'évolution du problème? Il semble donc que le problème n'est pas vraiment quelque chose à voir avec la fonctionnalité de dépôt unilatéral. Le problème qui nous a causé, que nous considérons comme un bug, affecte l'intégration des carnets de commandes dans le moteur de paiement BEX et l'AMM. Cela semble affecter des scénarios de parcours de paiement complexes dans lesquels le comportement n'est pas celui attendu et peut entraîner des opérations que l'AMM ne devrait pas permettre. Les dépôts unilatéraux sont une sorte de moyen simple pour un utilisateur de placer des fonds dans un pool et d'obtenir des jetons de liquidité, des jetons de fournisseurs de liquidité. Mais si le pool ne dispose pas de beaucoup de liquidité, il peut y avoir un impact sur les prix, car vous négociez en quelque sorte contre le pool et vous pourriez en quelque sorte déséquilibrer le pool. Je pense que ce sera moins un problème une fois que les pools seront plus grands et auront plus de liquidité. Mais au début, il est plutôt dangereux d'utiliser la fonctionnalité de dépôt unilatéral, car vous déséquilibrez le pool. Si vous déposez une très petite quantité de fonds dans un très grand pool, cela sera négligeable, une infime fraction de %. Mais si vous déposez un montant plus important dans un pool plus petit, le prix peut évoluer en votre défaveur. Les interfaces utilisateurs fournissent un avertissement, et si ce n'est pas le cas, elles devraient certainement le faire. Ils peuvent appeler cela un dérapage, mais vous ne le remarquerez peut-être pas. Vous pourriez simplement voir une boîte et cliquer sur OK sans vraiment penser aux implications. Vous devez absolument tenir compte de l'impact sur le prix avant de soumettre un dépôt de taille unique et les applications frontales doivent absolument avertir clairement les utilisateurs s'ils ne le font pas actuellement. OK, c'était l'entrevue ici, dans le fond, l'endroit où il y avait quelque chose d'intéressant. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez qu'ils vont régler le problème rapidement? Moi, je pense que oui. Je ne penserais pas qu'ils soient du genre à prendre leur temps pour régler ça, là. Hâte de voir qu'est-ce qui va se passer par la suite. J'avais oublié de mentionner aujourd'hui que Bitcoin est repassé au-dessus de 70 000 et ça a entraîné les autres cryptos, bien entendu. Et on est toujours à pratiquement 2,8 trilliards de dollars. L'ancien bull run qu'on avait connu, elle a atteint 3 trilliards. Alors, on s'entend qu'un coup que ça passe 3, ça va monter assez vite, merci. 2024 va être une année incroyable et moi, j'ai hâte à la tokenisation de tout ce qui est du monde réel. C'est ce que j'attends le plus. Il y a des projets, je crois que demain, je vais vous montrer les RWA, là, Real World Asset, que je surveille de près et que je vais peut-être embarquer. OK. Ça, j'ai vu ça il y a quelques minutes, à minuit 33. Vous voyez là. OK, ça fait même pas une demi-heure. James K. Phelan, qui dit que la SEC contre Ripple, ils viennent de déposer leur requête en réparation et en inscription du jugement final. Son mémorandum de droit à l'appui dans cette requête et son jugement. Et là, on a un document Dropbox qui nous indique au complet. Ça dure des pages et des pages et des pages, là, à pu finir. Et s'il y en a qui veulent le voir,
Vous irez voir. Et on voit qu'il donne un paquet d'exemples où il y a eu des cas fédéraux. Là. Alors, ils essaient par tous les moyens, comme par exemple, où ce que j'ai vu Telegram. Par exemple, Telegram. Ils donnent un paquet de cas où ce que ils essaient d'influencer le juge le plus possible pour prendre une décision. Ils veulent de l'argent. C'est ça qu'ils veulent faire. Ils veulent de l'argent. Puis Ripple, je penserais pas qu'ils donnent de l'argent même facile. OK. On va se laisser sur, ici, une vidéo que j'ai oublié de vous montrer hier, qui parle de l'interopérabilité et de solutions de la monnaie numérique, puis de la liquidité. Chose qui est extrêmement importante et qu'on va voir dans les AMM. Et moi, avec tout ce que je vois, qu'est-ce qui se dessine pour 2024 et les années qui s'en viennent, je vous le dis, XRP va exercer une influence dominante à l'échelle planétaire. Les gens rient du prix, rient en masse d'un prix pas cher comme ça. Moi, je me dis que il n'est pas trop tard pour en acheter si vous êtes nouveau. Je suis peut-être pas un conseiller financier, mais au moins, j'aurais averti d'avance. Puis, si vous avez juste 100$ à mettre, c'est mieux que rien, non? Alors, n'hésitez pas à mettre un petit billet sur XRP si ce n'est pas encore déjà fait. Regardez bien. Compte tenu de tout cela, comment aborder cette question des taux de change et de l'interopérabilité? Comment pouvons-nous faire en sorte que ces monnaies numériques communiquent réellement entre elles? Ouais, c'est une excellente question. Et je pense que lorsque nous parlons d'interopérabilité, nous pouvons la voir au moins à 3 niveaux différents. Le premier niveau concerne donc la manière dont nous gérons l'interopérabilité nationale. Alors, comment pouvons-nous générer cette solution de monnaie numérique et la faire parler avec les autres choses qui existent dans un petit moment dans l'idée de générer une plateforme afin que tout le monde puisse se connecter à cette plateforme et profiter des énormes externalités de réseau que nous pouvons sortir d'ici. Le deuxième niveau est de savoir comment gérer les transactions transfrontalières, même au sein de la même monnaie. Cela présente un certain niveau de défi. Mais lorsque nous parlons de monnaie croisée et de transactions transfrontalières, nous sommes alors confrontés à un environnement complètement difficile et différent. Et nous pouvons voir ici 3 dimensions. La première est une dimension technique. Alors, comment pouvons-nous faire en sorte qu'un système qui parle dans un certain langage cryptographique parle avec un autre qui parle un autre langage légèrement différent? C'est donc un niveau de complexité. Nous devons faire en sorte que les technologies communiquent entre elles. L'élément de messagerie est fondamental. La deuxième dimension, beaucoup plus compliquée à résoudre. La première était donc la plus facile. Et beaucoup d'argent est investi pour tenter de résoudre ces problèmes techniques d'interopérabilité. Maintenant, le second est plus compliqué. Cela a à voir avec la liquidité. Imaginez donc que vous ayez une paire de devises pour laquelle il n'y a pas de demande complémentaire. Vous devez aller chercher une devise tierce afin de réaliser réellement ce règlement. Et cela complique vraiment les choses. Nous devons donc mettre en place des éléments technologiques capables de rendre plus efficace cette utilisation des liquidités afin que davantage de transactions puissent être réglées. La troisième dimension, encore plus difficile que la précédente, est de savoir comment parvenir à une homogénéité en termes d'exigences politiques imposées aux différents pays. Et cela devient encore plus compliqué lorsque l'on pense, par exemple, à la LBCFT et aux politiques fondées sur des principes. Et lorsque nous réfléchissons aux politiques basées sur les risques, nous pouvons coder des choses qui sont très clairement énoncées. Mais quand nous parlons de réglementation fondée sur des principes, cela devient vraiment compliqué, surtout dans un environnement, comme Tom l'a dit, dans lequel 110 pays peuvent avoir 110 façons différentes d'envisager la question. Nous devons donc travailler sur ces 3 dimensions de la liquidité technologique et aussi, et plus importante encore, probablement sur l'aspect politique des choses. Pensez à MLCFP, mais pensez aussi à la confidentialité. Mais que ce soit sécuritaire et confidentiel, il n'y aura aucun problème pour adopter ça. Mais ça, c'est pas encore fait. Mais 2024, je vous le dis, va être une excellente année. Et j'attends avec impatience de voir que un projet comme XRP, par exemple, monte très, très rapidement. Alors, je vous le dis, XRP exercera une influence dominante à l'échelle planétaire. Et les gens qui pensent que c'est pas le cas, c'est pas plus grave que ça. Il y a une tonne de crypto dans laquelle vous pouvez investir. Moi, j'investis dans celle que j'ai le plus de preuves. Alright? Alors, n'oubliez pas que avec l'argent que vous allez faire, un jour ou l'autre, ça prend une clé
comme ça des scènes pour protéger sa crypto avec votre pouce biométrique. C'est ça, là, vous faites juste confirmer et votre argent de sécurité, elle n'est pas sur un site centralisé, c'est comme décentralisé et personne ne peut avoir accès à ça pour vous. Si vous perdez votre clé, c'est pas grave, vous en commandez un autre et vous remettez votre phrase clé. Et en faisant ça, vous êtes propriétaire de votre propre crypto. Vous n'êtes pas comme propriétaire si vous la laissez sur un exchange. S'ils ferment leur porte ou il arrive un coup comme FTX et qu'ils volent l'argent du monde. Quand on dit, hein, not your key, not your crypto. Si c'est pas ta clé, c'est pas ta crypto, ben, en faisant affaire sur les sites centralisés, c'est ça qui arrive. Mettez ça sur Binance, ça. Oui, c'est la vous, mais en réalité, c'est pas vraiment vous parce que vous l'hébergez chez eux, votre crypto. Là, elle est à vous quand vous le mettez là-dessus. Et vous pouvez mettre une tonne de crypto là-dessus, là. Des centaines et des milliers de sortes, là. C'est pas juste comme du XRP qu'on peut mettre n'importe quoi là-dessus. Okay? Ils ajoutent toujours de nouveaux projets, là, à chaque fois qu'ils peuvent le faire et qui ont des demandes, j'imagine. Okay? Alors, vraiment, pensez-y 2 fois avant de laisser votre argent traîner sur les marchés centralisés. Merci beaucoup pour écouter et je vous dis à tantôt pour une prochaine vidéo qui va être encore sur XRP et ça depuis 3 ans. Merci, ciao!